À l'occasion de la sortie de son nouveau livre Sécession, l'art de désobéir aux éditions Fiat Lux, Paul-Éric Blanc-Rue a accepté de répondre à une série d'entretiens avec Louis Hugolin Delarge intitulée « Évadez-vous, causerie avec Paul-Éric Blanc-Rue ». Dans ce 3e numéro, il parle des liens possibles entre l'individualisme et la tradition, et de l'arnaque du militantisme et des analyses d'Internet. Il explique la façon dont peut concrètement se manifester une sécession généralisée, sans violence ni armes et sans haine, par la désobéissance civile passive et pacifique, pour finir sur une notion plus globale d'expérimentation, le devoir de liberté quand on veut être un homme, et par un appel à l'évasion. Oui, donc je me posais une question du coup, c'était de savoir si, parce que tu prônes l'individualisme, en fait c'est ça ton truc de sécession, c'est de finalement revenir à l'individu. Est-ce que c'est pas finalement quelque chose de très moderne, l'individualisme? Et est-ce que ça a à voir avec une forme de tradition française, vu que tu es dans le traditionnalisme? Est-ce que ça s'inscrit dans la tradition française? Est-ce que la France, c'est pas plutôt une collectivité d'individus, quoi? Oui, absolument. C'est une collectivité d'individus, comme tu dis, donc les individus, ils existent. Le sacrifice de l'individu pour la collectivité, je ne suis absolument pas contre. Le problème n'est pas là, c'est qu'il faut le choisir, Oui. Il faut être d'accord. La collectivité n'a pas à te sacrifier À t'imposer à ta place. oui. Voilà ce que je À t'imposer quoi que ce soit. Voilà ce que je veux dire. Mais est-ce que historiquement ça renvoie à quelque chose Mais historiquement, ça renvoie à quelque chose, mais le problème c'est que, d'abord, je vais dire une chose. On va essayer de citer un... Alors là, il n'y a pas plus traditionnaliste que lui, c'est Oui. Evola. Oui. Evola nous dit, voilà, nous sommes dans une époque, le fameux Kali Yuga, dont on nous rebat les oreilles. C'est ça, l'âge de fer. Hein. Voilà, l'âge du loup, l'âge sombre, le 5e soleil, tout ce que tu veux. Oui, c'est vrai, nous sommes dans une civilisation particulière où, disons que l'affirmation métaphysique habituelle, classique, on va dire le beau, le bon, le vrai, ont très peu de chances de gagner les élections, Oui. pour faire sûr. simple. Alors, il faut lire un livre extraordinaire, hein, d'Evola, non seulement Chevaucher le tigre, bon, qui est pour moi le manuel de l'anarchiste de droite, Oui. bon, très clairement, qui n'est pas libertarien, hein, mais quand même qui est pour une certaine apoliteia, c'est-à-dire pour un... En gros, il ne croit plus aux valeurs actuelles, mais il dit qu'il faut quand même tenter de faire quelque chose si on peut. D'accord, Bon. Alors, mais il y a mieux encore. Dans Evola. Dans Evola. Il y a le fameux livre qui s'appelle Le chemin du cinabre. D'accord, ouais. Et c'est son Ecce Homo. Je dis Ecce Homo parce que c'est un rapport par rapport à Nietzsche. Oui, l'équivalent de Ecce Homo de Nietzsche. C'est l'équivalent. Alors, lui, ce qu'il prône, c'est évidemment, dans une société telle que la nôtre, il explique que la voie de la main droite, Oui. c'est-à-dire le beau, le bien, le vrai, au sens traditionnel, est très compliqué. Oui. Et qu'en fait, si tu veux avoir et suivre ce chemin, c'est possible. Oui. Mais il faut être un saint, ou un yogi, ou un héros, ascète, ou un génie. ou un génie, ou un héros, en tout cas te mettre à l'écart complet, et ne vivre que pour la divinité dans un monastère et dans un ashram. D'accord, ok, ouais. Ad vitam Couper en fait tout contact voilà, avec le monde. tu coupes à peu près tout contact avec le monde. Alors il dit voilà, et ça c'est très très important, c'est quelque chose qui n'a pas été bien compris, je crois, par les évoliens, ni les traditionnalistes qui tentent de vivre uniquement sur la voie de la main droite, Oui, en ne comprenant pas que notre époque étant tellement gauchie, il faut évidemment tenter aussi la voie de la main gauche. Gauchie au sens de voie de la main gauche, évidemment, pas au sens de la gauche politique. C'est pas le satanisme, hein, la voie de la main gauche. Oui, c'est voilà. simplement s'adapter à la situation actuelle. Exactement, ouais. C'est sauver sa peau, finalement, c'est survivre. C'est sauver sa peau. D'ailleurs, le point de vue, donc je cite, d'ailleurs, le point de vue de la main gauche est aussi celui que je devais suivre dans mon Chevaucher le tigre, Oui. en vue de la situation même des temps les plus récents et du bilan négatif correspondant que j'ai été obligé de faire en définitive, après avoir constaté qu'aucune initiative de redressement, de reconstruction ou de création, c'est-à-dire initiative
de la main droite, Oui. n'a, et là il faut bien l'écouter, la moindre chance de succès dans le climat général du monde et de la société actuelle avant qu'un cycle ne se ferme. Dans une époque de dissolution générale, la seule voie que l'on peut essayer de suivre, c'est justement la voie de la main gauche, malgré tous les risques que cela comporte. Oui. Bon. Ça me paraît très important parce que dans d'autres écrits, il dit que finalement, ce qui s'est passé à la Renaissance, c'était une résurrection de l'individualisme, en quelque sorte. D'accord, ok. Bon. Et que finalement, il faut prendre le risque de cet individualisme parce que le collectivisme n'est plus possible dans la mesure où la plupart de nos concitoyens vivent comme des somnambules, comme des gens hypnotisés, et qu'il faut bien tracer sa route, il faut vivre, il faut à un moment donné évoluer, il faut changer, se transformer. Voilà. Bon, la main gauche, c'est quoi? C'est de vivre dans ce monde, avec les valeurs de ce monde, en les combattant autant qu'on peut, en ne rêvant pas, en tentant une métanoïa personnelle, individuelle, mais en ne pensant pas qu'on va transformer l'intégralité de la société. Et le monde en particulier. Sauver le monde n'est plus en ce moment de notre ressort. La solution que moi je préconise, si tu veux, c'est une sorte de fédéralisme fonctionnel. Autrement dit, s'écarter au maximum, s'éloigner des formes unitaires de l'État. Oui. On pourrait parler d'une sorte de fédéralisme si vraiment on veut construire quelque chose, mais en tout cas, avoir un contrôle sur soi-même, ça peut amener à mettre en concurrence des systèmes sociaux, pourquoi pas en mettre en concurrence des bureaucraties nationales. En tout cas, c'est promouvoir l'idée de sécession. Pour plein de raisons. Oui. Parce qu'on vit dans un système non démocratique. Alors, je ne vais pas redire tout ce que Maurras, tout ce que Guénon, tout ce que Evola ou d'autres ont dit contre la démocratie. Tout ce qu'ils ont dit est vrai à 100%. Le règne de la quantité, ok? Ça, c'est clair. Maintenant, on peut parler aussi du problème économique. La démocratie a une tendance à la stagnation. La démocratie, c'est le court terme. Or, la vie, c'est le long terme. Bah oui. Hein? Tu fais une famille, c'est le long terme. Le court terme, c'est la famille actuelle, c'est-à-dire 5 ans. On vise le long terme. La démocratie, c'est aussi le fait que tout le monde veut vivre aux dépens de tout le monde. Ça, c'est Bastia. La démocratie, c'est aussi le pouvoir des lobbies. C'est aussi l'absence de liberté. C'est la majorité qui décide. C'est aussi l'absence de prospérité. Donc l'alternative, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. Sauf peut-être l'idée de la décentralisation maximale. D'une certaine façon, le local, pourquoi pas, en tout cas l'idée de sécession. Alors, est-ce qu'il faut plus de pays dans le monde, par exemple? C'est une idée qu'on pourrait se poser. Oui, il faut peut-être plus de pays dans le monde, des petits pays qui vivent très bien. La Suisse, ça vit très bien. Le Luxembourg, ça vit très bien. Monaco, ça vit très bien. Ça, plus c'est petit, mieux ça vit. Mais oui, small is beautiful. L'État du Vatican. Le Liechtenstein, c'est très bien. Le Vatican, ça fonctionne pas mal. Que 1000 nations, que 2000 nations fleurissent et s'épanouissent. On peut mettre une mise en concurrence des États, pourquoi pas. Ceux qui ne croient pas à tout cela vont dire mais ça va être la guerre. Oui, voilà, c'est ça. La plupart des gens opposent. Mais c'est toujours pareil. Alors, évidemment, et donc il faudrait un Léviathan à la Hobbes, donc un État mondialiste. Mais ces mecs-là sont fatalistes sans le savoir. Oui, en fait. il faudrait donc un État mondialiste qui règle tout dans la vie quotidienne des gens. Bon. Il y a des ordres spontanés. On voit, écoute, tu prends la théorie du chaos si tu as envie, tu prends l'ordre à quelque chose de beaucoup plus concret. C'est l'ordre spontané qui règne sur le net. Il y a plein de solutions. Il y a beaucoup de... Alors, je vais en parler dans mon livre de tout ça. Oui. La sécession peut être évidemment personnelle, c'est la désobéissance. D'abord, premièrement, pour commencer, désobéissance civile, je crois que tout le monde sera pour. Moi, je trouve qu'un des grands stratèges du siècle, c'est Gandhi. Oui. Bon. Évidemment, je ne parle pas au niveau politique, parce qu'après l'Inde est devenu un pays socialiste, et bon, il a eu du mal à démarrer, mais ce n'est pas le problème. C'est qu'il a été très intelligent pour obtenir l'indépendance de son pays. Il peut y avoir une indépendance de ville, une indépendance de village, de rue, une indépendance de copropriété, de maison. Il peut y avoir des villes chartères, il peut y avoir des îles flottantes, pourquoi pas.
Ben oui, il faut réfléchir à toute la possibilité des mini-États, des possibilités de mini-États qui ont une chance d'exister. Nietzsche disait, nous sommes des expériences, soyons-le de bon gré, Oui. et soyons les gouvernants de nos propres États. Et nous sommes nous-mêmes les gouvernants de nos propres États intérieurs, de notre propre État. Bien sûr, oui. Nous sommes le roi de notre État, à nous. Alors évidemment, au niveau politique, c'est les zones franches, ça peut être l'autonomie des provinces, ça peut être la sécession complète de certains pays, l'autonomie, alors on peut parler de la Corse, on peut parler de ce que tu veux, de la Catalogne, que j'aime beaucoup, de Venise, par exemple la Ligue du Nord, c'est très bien, moi je suis tout à fait pour ce genre d'initiative. Il n'y a pas eu il y a quelques années un État du Nord, la Norvège, la Suède, je sais plus, qui s'était débarrassé de son gouvernement, qui s'était débarrassé des banques, qui avait dit la dette on la payera pas, et finalement il s'en était très bien sorti. Voilà, non, puis il y a d'autres. J'ai plus l'affaire en tête, mais même finalement Non, mais l'Écosse par exemple, tu prends l'Écosse, qui ouais. veut faire une. Bon, il y a un tas de possibilités. La Donc, Belgique, il n'y a pas longtemps aussi, avait plus de gouvernement, voilà, et finalement exactement, et ça marchait très bien. Et ça marchait très bien. Ça fonctionne tous très bien. tous les témoignages qu'on avait allaient dans un sens positif. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça n'est absolument pas anti-traditionnel. D'accord, ok, ouais. Oui, parce que c'était ça la question de départ. Voilà, c'est pas anti-traditionnel, c'est-à-dire que il y a toujours eu. Parce que la plupart des traditionnalistes disent justement que c'est l'individualisme qui a tué les sociétés Le problème modernes. des traditionnalistes, c'est souvent qu'ils se reposent et qu'ils ont comme modèle ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est-à-dire Franco, Mussolini, Hitler et tout le petit. Bon. Ils oublient un peu que Mussolini, d'abord il y a eu un fascisme libéral de 1900 à 1925, 1926, avant les lois fascistes ici, mais premièrement. Donc, Mussolini n'a pas été qu'un corporatiste et qu'un isolationniste. Bon. Ça, c'est point 1. Point 2, les corporations de Mussolini n'ont rien à voir avec les corporations médiévales que promouvait l'Action française, par exemple. Les corporations médiévales, alors évidemment, il y avait un problème, évidemment, c'est qu'elles ne promouvaient pas le développement technique, qu'il y avait une certaine stagnation économique. Bon. Mais elles défendaient l'individu contre l'État. Oui. Or, le corporatisme de Mussolini, c'est pas ça du tout, c'est le corporatisme d'en haut, c'est le corporatisme étatique, c'est-à-dire c'est les patrons et l'État qui dirigent. Ah oui, d'accord. Oui, c'est alors, la différence entre les deux. Ça c'est pas bon du tout. Bien Ça, sûr, bien ça sûr. c'est pas traditionnel. Et l'État hitlérien, l'État nazi n'est pas traditionnel du tout. C'est un État que Hayek a très bien, d'ailleurs comme le communisme stalinien, défini comme constructiviste. Oui, on oblige les gens à entrer dans un système. Ce n'est pas organique. C'est une construction intellectuelle dans laquelle on oblige les gens à rentrer. C'est orwellien. Une fois, tu m'avais dit que c'était une sorte de parodie de la tradition, mais en plus brutale, alors que la tradition est censée être douce. Le propre est censé être naturel. Ah oui, mais non, mais donc du coup, pas douce dans la mesure où elle n'est pas imposée, quoi. L'idéal, c'est la monarchie tempérée. Oui. C'est la monarchie tempérée, c'est pas la monarchie absolue, avec le roi qui dirige tout, avec Colbert qui est les intendants et compagnie. Non, c'est une monarchie qui laisse les gens tranquilles dans leur commune, gérer leurs affaires. C'est ce que disait très très justement Maurras, liberté en bas, autorité en haut. Oui, voilà. Qui a un pouvoir central qui s'occupe, un État régalien, disons, qui s'occupe de la justice, de faire respecter les contrats, qui s'occupe de la police. Pourquoi pas? C'est tout à fait excellent. Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas que cet État-là dégringole et s'occupe de tout ce qui ne le regarde pas. L'économie, la culture, l'éducation. Les gens ont le droit de faire éduquer les gens et leurs petits-enfants comme ils le veulent. Exactement. Bon. Et alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas anti-traditionnel tout ça. C'est-à-dire que tu as, sous Henri IV, tu as Sully, par exemple, est tout à fait favorable au développement des libertés. Alors, tu as Colbert, qui a été davantage pour le rôle de l'État, pour la réglementation des industries, pour le rôle des corporations, pour les taxes, pour l'étranger, sur les blés, sur les toiles peintes, par exemple, vis-à-vis de la Hollande et de la Grande-Bretagne, pour ce qu'on appelle le mercantilisme, donc qui devait favoriser l'exportation et minimiser l'importation. Bon. Mais tu as eu au XVIIIe siècle
beaucoup d'économistes qui ont eu d'ailleurs, qui ont eu l'aval de différents rois et qui ont promu l'idée de liberté. D'abord Vauban. Oui. Vauban est un des premiers qui voulait se débarrasser de toutes ces taxes on n'en pouvait plus à un moment donné, même si les taxes de l'époque n'ont rien à voir avec les taxes d'aujourd'hui, elles étaient largement moins élevées qu'aujourd'hui. Néanmoins, c'est un des premiers à avoir voulu une sorte de flat tax, c'est-à-dire de dîme royale, en remplacement de toutes les autres. Bon, le problème, c'est que évidemment, ça ne s'est pas passé comme il l'a voulu, c'est-à-dire qu'on a mis en place son impôt et on a conservé toutes les autres taxes. Ah oui, c'est ce qu'on fait. Donc, bon. Finalement, on n'a eu que les inconvénients et pas les avantages. Mais alors, contre les taxes arbitraires, comme la taille par exemple, il y a un type qui a voulu un impôt un impôt à la Vauban, on va dire, c'est Bois-Guilbert. Lui, il était pour le libre-échange sans intervention de l'État. Tu as eu Cantillon, tu as eu l'abbé de Saint-Pierre, tu as eu le marquis d'Argenson, tu as eu Gournay, évidemment, qui est très très connu, qui a eu une grande influence sur Turgot. Tu as eu le père du révolutionnaire Mirabeau, qui a écrit un excellent livre qui s'appelle L'Ami des hommes. Tu as eu Quesnay, qui était le médecin de la Pompadour, qui était d'ailleurs contre la saignée, entre parenthèses, parce qu'il était assez en avance sur son temps dans le niveau médical, qui était le chef de file des physiocrates. Et les physiocrates, eux, ils étaient pour la liberté du commerce, ils insistaient sur l'agriculture, mais enfin, ils étaient opposés aussi d'ailleurs à la démocratie, ils étaient plutôt pour le despotisme éclairé, le despotisme légal, mais ils étaient pour la pleine liberté de concurrence. C'était des pacifistes. Et ils ont été très très à la mode jusqu'aux années 70, 1770. Et ce sont eux qui ont popularisé les idées de liberté. Tu as eu Turgot, bien évidemment, qui était le contrôleur général des finances de Louis XVI. Puis un type très intéressant aussi, c'est Dupont de Nemours, si on reste toujours dans le XVIIIe siècle, dans la tradition française. Voilà un type intéressant. C'est le favori de Quesnay, c'est un physiocrate, si tu veux, qui a défendu Louis XVI aux Tuileries contre la foule, qui a failli être guillotiné. Il était contre les assignats sous la Révolution. Il était conseiller spécial de Turgot. Il était d'ailleurs contre la banque publique centrale et il a été expulsé sous Napoléon. Il a fini aux USA. Et on connaît la fameuse industrie du Pont de Nemours qui a fait Florès aux USA. Et puis tu as eu des gens très intéressants au XVIIIe siècle aussi, comme par exemple Condillac, comme Voltaire, qui a eu peu d'idées économiques, mais enfin qui admirait les physiocrates. Tu as eu Diderot, qui a sollicité Quesnay pour rédiger des articles économiques dans son encyclopédie. Oui, finalement, c'est la fameuse tradition française de la défense de la liberté, quoi. Oui, et d'ailleurs que le monde entier nous envie. Ces gens-là ont été, on va dire, remis à la mode par les libertariens américains. Un type comme Murray Rothbard, par exemple, se réclame de Turgot, tu vois. Et nous, on n'en parle plus du tout de ces gens-là. On ne sait absolument pas. Il faudrait qu'on revienne à l'avant-garde de la liberté, en fait. Exactement. Exactement. Et je pense que c'est aussi traditionnel, parce que l'individualisme peut paraître anti-traditionnel, mais en réalité, les grands métaphysiciens, que ce soit Aristote ou celui qui s'en inspire, saint Thomas d'Aquin, sont des individualistes. Pourquoi? Parce qu'ils réfléchissent à l'âme individuelle de l'homme et à son salut. Tu comprends? Oui. C'est que va devenir mon âme une fois que je suis mort? Où est-ce qu'elle va aller? C'est pas l'âme de mon voisin, c'est pas l'âme de la société. Même les bouddhistes ne croient pas au karma d'une population. Oui, en fait, c'est peut-être pas l'individualisme qui n'est pas traditionnel, c'est peut-être ça dépend quel individualisme, quoi. Il y a un type d'individualisme traditionnel et un type d'individualisme moderne qui, en fait, l'individualisme moderne est un individualisme de consommateur. Oui. C'est l'homo economicus quantitatif. C'est ça. Et bien justement, la praxéologie dont j'ai parlé... Il faut revenir à un individualisme de qualitatif, en gros, de qualité. Eh ben, la praxéologie de von Mises dont j'ai parlé, c'est une activité, si tu veux, philosophique, qui réfute le quantitativisme, qui réhabilite la qualité et qui, par exemple, on va donner un exemple très simple, refuse les raisonnements mathématiques.
pour les individus. Pour la science économique. Oui, 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 oui. Parce que alors là, à partir du moment où tu mets des statistiques partout, tu fais dire à peu tout près est ce dans que tu tout veux à n'importe quoi. Et puis alors, à partir du moment où tu appartiens à un groupe, donc forcément, tu vas faire comme ce groupe. Tu vas agir comme ce groupe. C'est d'ailleurs là où le racisme, si tu veux, basique de comptoir qu'on entend un peu partout sur Internet est stupide. Pourquoi? Parce que on estime qu'un individu serait la représentation, la quintessence de tout ce que représente sa race ou son ethnie. Ce qui est débile. Mais c'est pas tout à fait ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est que les communautés peuvent se former aussi sur ce critère-là et que si les Noirs ou n'importe qui y a droit, les Blancs devraient y avoir droit aussi. Non mais ça c'est autre chose. Moi je parle. Oui, bien sûr. Non mais pour je parle du fait, si tu veux. Ce qui est dit, c'est surtout ça. Les mecs disent pas. Non, parce qu'il y a quand même un réflexe. Les mecs disent pas que tous les Blancs représentent les Blancs. Non, mais il y a un réflexe sur Internet ou dans certains groupes. Je ne sais pas, je ne vais pas les citer. Oui, bien sûr. Sur Internet. Mais bon. Disons tout ce qui est fait par les étrangers, c'est pas bien, par exemple. Oui. Et en fait, bon. Mais moi, je pourrais faire aussi un groupe en disant. Par exemple, en faisant un groupe spécial sur les infanticides maternels chez les Blancs. Oui. Voilà, je te fais un groupe là-dedans en te montrant à quel point les mères de famille peuvent très facilement tuer leurs enfants. Chez les Blancs. T'en tireras quoi comme conséquence? Que les mères de famille blanches sont des assassins? Bah ouais, si tu fais un groupe là-dessus et que tous les jours tu montres à quel point des enfants blancs sont tués, maltraités par des blanches, tu vas dire, bah, les femmes blanches sont toutes ignobles avec leurs enfants. Oui, ce que tu veux dire, c'est que... On fait un focus. Ce que tu veux dire, c'est que le fait divers ne prouve rien, quoi. Le fait divers prouve zéro. Et le quantitativisme prouve rien, et les statistiques prouvent rien quant à la capacité de l'individu à se dépasser lui-même. Ce qui est important, c'est l'individu, c'est ce qu'il fait lui-même, c'est se sauver lui-même. La métanoïa, c'est se sauver soi-même, c'est pas sauver le monde entier. Oui, bien sûr. Ce qui est un peu, finalement, parce que tu cherches un exemple sur sur Internet, mais effectivement peut-être sur Internet c'est un peu trop large, mais l'accumulation de faits divers pour prouver un truc, c'est un peu ce que fait Oberton dans La France Orange Mécanique, par exemple. Ouais, j'ai pas lu, oui, mais c'est ça, c'est très facile, tu peux prendre n'importe quel, ce que tu veux. Tu peux prouver par exemple que les serial killers sont des blancs. Voilà. Alors, donc les blancs sont des serial killers. Oui, enfin le problème c'est qu'en France, tu as eu des types qui n'étaient pas spécialement blancs et qui étaient des serial killers. Oui, oui. Oui, c'est vrai qu'il y a eu Guy Georges, comment il s'appelait, l'amant de Mathurin. Voilà, bon. Donc ça ne veut rien dire, c'est à chaque fois, ce sont des problèmes particuliers. C'est exactement la même chose avec les fameux QI. Oui. Bon. Toi et moi, on sait très bien, on a beaucoup d'amis de toute race, de toute religion. Oui, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? Un critère. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est de savoir que ce type est supérieur à la moyenne, sait se développer lui-même, a sa pensée propre, n'est pas un somnambule qui réagit aux mots d'ordre, ne répète pas comme un perroquet ce qu'on lui a appris, a une pensée, a une âme. C'est réfléchir par lui-même. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est ça, c'est l'originalité propre d'un individu. Bien sûr. Après, les statistiques, c'est autre chose. Et on ne peut pas raisonner en termes de stats. Voilà, parce que si tu raisonnes en termes de stats, les êtres humains doivent périr, en gros. Ce sont des salopards, les hommes sont des salopards, ils font des guerres depuis que la Terre existe, donc ils méritent tous de crever. C'est le raisonnement gauchiste, c'est ça. C'est de dire la Terre se porterait mieux si l'être humain n'y était pas, ce qui est une connerie. Parce que élargissons au maximum, quoi. On peut même élargir aux animaux. Ils se bouffent entre eux, c'est des salopards, et puis alors que tout explose. On peut aller très loin dans la bêtise. Oui, la vie n'est que cruauté. Voilà, la vie est cruauté, c'est pas joli, c'est pas bien, et puis voilà. Donc on peut toujours faire des statistiques sur tout. Moi, je suis contre ça. Je pense qu'il faut revenir à la qualité. La qualité, c'est individuel. Un pianiste ne va pas jouer comme un autre pianiste. Glenn Gould ne va pas jouer comme Xifra. Ils jouent peut-être les mêmes morceaux, ce ne sera pas la même chose. Et c'est là l'intérêt de l'art. Et ils peuvent tous les deux les jouer bien de manière différente. Exactement. Mais même dans l'art traditionnel, où les formes se ressemblent les unes avec les autres, où il y a on va dire, même y compris dans les icônes, il y a néanmoins des différences entre les icônes, des différences d'époque, des différences qualitatives, y compris chez les grands peintres. C'est même pas la peine de remonter à la Renaissance, parce que là, évidemment, c'est le triomphe de l'individualisme, comme on dit. Mais avant, même dans le gothique, même chez les Grecs, tu as des différences
entre les différents sculpteurs, entre les différents Bien sûr, peintres. oui. Ils ont chacun leur génie propre. Bah, chacun a son style, quoi. Enfin, ceux qui sont restés, en tout cas. Ils ont leur style. Ceux qui n'avaient pas leur style ne sont pas restés. Bien sûr, c'est ça qui est intéressant. Parce que des raconteurs de légendes, tu en as eu plein. Des Homères, tu n'en as pas 50. Des raconteurs de légendes autour de la table ronde, tu en as plein. Des chrétiens de Troyes, tu n'en as pas beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Des gens qui ont écrit sur l'enfer et le paradis, il y en a beaucoup. Des Dantes, Il n'y a pas beaucoup de Dante, ouais, en effet. Voilà, tu comprends. Et si on parle de baroque, je ne sais pas, de musique baroque, eh ben, des Bach, tu n'en as pas 50. Son fils, ses fils ne font pas... Pourtant, ils sont dans la lignée, mais ils ne font pas du tout sa musique, ils ne sont pas à la hauteur. Et avant, c'était moins bien. Donc, il y a... ce qui est intéressant, c'est de revenir à ça. Et de toute façon, on ne peut pas faire autrement. On est condamné à l'individualisme. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rester chacun isolé. Moi, je suis pour les réseaux, je suis pour qu'on monte des associations. Oui, voilà, en fait, c'est ça, parce que j'allais y venir tout à l'heure, et puis finalement, après, on a dérivé un peu Le sur autre groupe chose. n'est pas négatif, au contraire. Finalement, quand on a intégré ce truc-là de la sécession, etc., hormis les actes de désobéissance civile, au quotidien, comment ça se pratique justement concrètement, cette histoire de il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. Oui, bah oui. Moi, je soutiens par principe toute forme de sécession. Ça peut être une sécession personnelle, tout simplement. Par exemple, on parlait des... Là, en ce moment, on enregistre, il y a les zadistes, tu vois. Eh bien, pourquoi les zadistes auraient-ils tort? Et je suis désolé, ils ont raison de leur point de vue. Ils font d'énormes conneries, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que la propriété privée. On peut dire que c'est des punks à chiens, tout ça. N'empêche que ça part d'une révolte contre l'État qui est positive. D'accord. Ouais. Après, ça devient un peu n'importe quoi. Parce qu'après, voilà, sur l'application, ils sont quand même contre ce que tu dis, justement. Oui, mais ça, c'est normal. Sur l'application, oui. C'est normal. C'est normal parce que ça ne part pas d'en haut, personne n'est en train de leur expliquer ce qu'il faut qu'ils fassent. Mais tout le boulot, si tu veux, d'un mouvement sécessionniste ou d'une théorie sécessionniste, c'est d'expliquer aux gens qu'ils se prennent en main eux-mêmes. Par exemple, la Catalogne, essentiellement, ce sont des gens de gauche. Oui. Bon, eh ben, s'ils ont envie de faire une république de gauche, qu'ils la fassent. Moi, ça ne me dérange pas. Par exemple, je suis très content qu'il existe une sécession, qui a été la sécession cubaine, qui a décidé à un moment donné de se séparer des États-Unis. Oui. Ils font leur expérience. Ils font leur expérience. Ils s'aperçoivent qu'au bout de 50 ans, 60 ans, ça ne marche pas. Ils sont en train d'évoluer tout doucement. Ouais. Il faut parier sur l'intelligence humaine. Voilà le truc. Parce que n'oublions pas que le pessimisme du Kali Yuga dont on nous rebat les oreilles toutes les journées. Après le Kali Yuga, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de nouveau un âge d'or qui doit revenir. Ouais, mais est-ce que ça se joue pas sur peut-être des millions d'années, ou en tout cas des milliers d'années En attendant, si tu penses que l'humanité est morte et finie et terminée, bon, ben dans ce cas-là, on plie bagage, on fait plus rien, on va chez soi, on regarde la télé, on mange des chips, et puis on fait plus de politique, on réfléchit plus à rien, on baise, on fume des joints, et terminado. Tu vois? Oui, mais c'est toujours un peu le problème. Moi, je veux bien, mais à partir du moment où tu essaies de faire un peu de politique, où tu essaies de réfléchir, et qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Moi, je suis pas contre le type qui ne fait plus rien, hein. Ça me dérange pas. Parce que oui, c'est une forme de sécession finalement aussi. Très bien, il n'y a aucun problème. Je dis juste, ma théorie, si tu veux, mon conseil, c'est de dire ne comptez pas sur l'État pour s'occuper de vos problèmes. Je vois beaucoup de gens qui sont en train de compter sur l'État et de dire la prochaine élection va changer la donne, il faut la prochaine. Qu'est-ce qu'ils vont faire aux élections départementales, aux régionales mais on s'en fout. Oui, arrêtez avec ça. C'est toujours le problème du militantisme, c'est qu'en fait les mecs ils t'accrochent en me disant genre cette élection-là qui a un gros truc, l'élection présidentielle et tout, c'est vraiment l'élection de la dernière chance. Tu vas un petit peu pour voir et après ça se plante évidemment et les mecs te disent oui donc maintenant il faut gérer ça au niveau des régionales. Le problème c'est que le militantisme a vraiment conquis tous les esprits. Les esprits sont obnubilés par les élections, c'est la connerie de la démocratie, tu es absolument là-dedans, c'est vraiment un chemin de fer. Tu peux pas descendre, il n'y a pas d'arrêt, tu es dedans, tu réfléchis pas et tu regardes. En gros, tu regardes l'extérieur exactement de la même manière dont les vaches regardent passer. Ouais, j'allais dire. Chaque train est une élection en fait. Alors, essaie de descendre du train à un moment donné, tu vois. Oui. Alors, peut-être qu'il s'arrête, peut-être qu'il ralentit à un moment donné. S'il ralentit, profite-en pour te barrer. Alors, la sécession, elle se fait d'une manière ou d'une autre. Elle peut se faire d'une manière politique. Pourquoi pas? Ça peut être une sécession. Pourquoi pas? Ça peut se jouer aux élections. Ça peut se jouer aussi sans élection. Ça, chacun de se prendre en charge. Moi, je lance une idée.
qui est issu d'un mouvement, oui, libertarien, si tu veux. C'est marrant parce que si on voulait faire une espèce de parallèle avec, les arts martiaux, en fait, tu fais un petit peu en politique, on va dire, l'équivalent de ce que Bruce Lee a fait au niveau des arts martiaux, c'est-à-dire créer un truc qui est un système qui est global et que chacun après peut appliquer de manière comment dire, individuelle mais propre à soi, quoi. Ouais. C'est-à-dire que lui, il avait fait donc le Jeet Kune Do, Exactement. qui allait dans ce sens-là, c'est-à-dire Exactement. chacun le pratique à sa façon, quoi. C'est-à-dire que dans un système où tu promeus la sécession, Oui, il peut y avoir l'autogestion si tu as envie et si tu es volontaire pour le faire. oui, oui, oui. Le problème, c'est que dans un système autogéré obligatoire, tu ne peux pas ne pas le Ouais, pouvoir. t'as pas le choix. En T'as fait. pas le choix. Dans un système de liberté, tu peux faire ton autogestion si tu as envie. C'est une grande différence tout de C'est un même. peu le problème des zadistes aussi, c'est-à-dire qu'eux, ils aimeraient bien Ouais. imposer leur délire de zadiste à tout le pays, Alors, quoi. ce qu'il faut comprendre, C'est toujours ça le problème en fait, c'est Oui. qu'à chaque fois les mecs ont l'impression que leurs idéaux propres peuvent faire ils système. veulent universaliser un modèle. Exactement, exactement. Moi, je suis pour que les modèles soient multiples. Dans un premier temps, après la situation, on verra ce qu'elle est. Et pour- En gros, si tu veux, nous Souvent vivons la pour fin une de question de l'Empire romain. morale d'ailleurs. Pour moi, nous vivons la fin de l'Empire romain. Oui, ben bien sûr. Donc tout se casse la gueule. Exactement. On va repartir à zéro. Il n'y a pas table rase. Il ne s'agit pas de dire on va repartir à zéro de tout. Il existe des structures, on peut voir ce qu'on peut faire avec les structures. Mais je suis pour une sorte de nouveau Moyen-Âge, au Oui. sens positif du terme. Partir de petites structures, voir ce qu'elles deviennent. Il y en a qui vont disparaître, il y en a qui vont foirer, il y en a qui vont réussir, qui vont grandir, qui vont fleurir. Et peut-être qu'un jour, ben, il y aura les Capétiens, après les Mérovingiens, après les Carolingiens, peut-être qu'il y aura des Capétiens qui vont de nouveau réussir à créer quelque chose de beau, de la beauté, de réunifier différentes féodalités qui peuvent exister. Je pense qu'il faut revenir à un système décentralisé au maximum et pour récupérer notre liberté et pouvoir en profiter, pour pouvoir être créateur de notre destin. À partir de là, méfions-nous donc de toutes les structures étatiques, quelles qu'elles soient, et on verra par la suite comment on peut s'agréger en fonction des affinités des uns et des autres. Voilà. C'est le principe number one. Après, il y a des légitimités différentes qui vont entrer en concurrence. Il y aura des réflexions. Il y a des gens qui vont entrer en rapport, qui vont réfléchir, qui vont discuter. Je pense que c'est très important. Pour l'instant, le monde vit sous la tentation de l'empire. Ça, si tu écoutes aussi certaines personnes qui essayent de d'extrême comprendre, droite. Alors, on veut faire comme les Chinois, ou on veut faire comme la Russie, ou on veut faire comme les États-Unis. Il n'y a que les empires qui comptent. Mais regardons les petites structures comme ça marche bien aussi. Regardons, il faut voir que ça marche forcément bien en Suisse, au Luxembourg, au Liechtenstein, à Monaco. Ça marche très bien. Moi, je viens de Metz. Au Moyen-Âge, Metz était une république indépendante. Oui. Entre la monarchie française, la royauté française, et le Saint-Empire romain germanique. Ça a duré un certain nombre d'années, et les Messins étaient... Combien de temps à peu près, tu sais? Je ne sais plus exactement le temps que ça a duré, quelques siècles. Ah oui, c'est pour avoir une idée, ça s'est joué quand même sur des siècles, Oui, quoi. oui, Ça bien s'est sûr. pas joué sur des décennies. Non, mais par exemple, il y a aussi... Ça n'a pas duré 50 ans. On peut citer plein d'exemples. Il se trouve que j'ai bien connu ça parce que j'ai été guide dans un château du Berry quand j'avais 20 ans. Oui. Il y avait en plein cœur du royaume français, donc dans le Berry, on va dire à Sologne et compagnie, il y avait une principauté qui s'appelle la principauté de Boisbel. Il n'y avait pas de taxes, il n'y avait pas d'impôts. Et ils étaient parfaitement indépendants. Au sein du royaume de France, ils avaient leur indépendance qui était accordée par le roi. Et ça a duré aussi des siècles, tout comme Metz. Parce qu'il y a eu une tolérance de l'État, puis à un moment donné, ça rejoint on va dire, le royaume de France et il a fallu commencer à payer des impôts. Alors, rien n'est éternel, on est bien d'accord. Je dis juste que la situation actuelle, on a deux solutions. Soit on compte sur l'État qui est notre ennemi objectif. Or, l'État est notre ennemi dans la mesure où il nous conditionne, il nous empêche de réfléchir, il nous fait rentrer dans un tunnel et une fois qu'on est dedans, on ne peut plus en sortir. Ou alors on essaie de s'extraire de l'État et de vivre par nous-mêmes avec nos valeurs, en créant, ça peut
N'importe quoi, ça peut être évidemment des banques, des mutuelles, des écoles privées. C'est en ça d'ailleurs que c'est très compliqué à réaliser au niveau individuel. Oui, Parce mais qu'en il fait, faut tenter de le faire. Exactement, parce qu'en fait l'État s'est tellement ingéré dans le moindre détail de nos vies Oui. qu'à un moment donné on a l'impression que tout est Mais régi c'est là où par c'est ça. très rigolo quand même d'entendre des types comme Zemmour dire qu'il n'y a plus d'État, alors que là, il est absolument partout. Que ce soit l'État français ou l'État européen. Finalement, c'est ce que ça revient à ce que tu disais de la fameuse lettre, quoi. C'est-à-dire qu'il est tellement partout qu'on le voit plus. Oui. Oui, alors on limite la vitesse automobile, on met les gosses maintenant à l'école à 3 ans, on impose les 12 vaccins. Alors, les gens ne s'en rendent même plus compte. Moi, quand j'étais ado, on pouvait parler à peu près de tout. Quand j'avais entendu dans les années 85-86 qu'il risquait d'y avoir une loi qui interdisait la contestation de certains crimes contre l'humanité, durant les heures sombres de notre histoire. J'en discutais avec mes copains, j'en discutais avec les buralistes. Et ça faisait marrer tout le monde. Et ça faisait marrer, et on disait, mais c'est impossible, mais jamais ils feront une loi là-dessus, il y aura un scandale en France. C'était le début de la fin finalement. 4 ans après, la loi a été votée, ou 5 ans après. Cette loi, ça a été le début de la fin de la liberté d'expression. C'est-à-dire que chacun a voulu sa loi Guesso. Mais ça existait déjà avec la loi Pleven avant. Et puis, je me souviens très bien que quand on fumait encore dans les avions, dans les bistrots. Quand on t'a dit on va interdire de fumer dans les avions et les bistrots, tu te dis, tu rigoles, il y aura toujours des compartiments fumeurs. Oui, avant ça, il y avait des restos avec des coins fumeurs, des coins non fumeurs. Voilà, on disait, alors où est le problème? C'est très bien, ceux qui ne veulent pas fumer, ils ne fument pas, et puis voilà. À la limite, pourquoi pas mettre des sas un peu plus forts, plus importants pour que la fumée n'indispose pas ceux qui ne veulent pas fumer. Très bien. Mais de la interdire, tu comprends? Il y a une grande différence. Et finalement, tout le monde s'y est fait. On dit, ah bah oui, finalement. Et ça ne reviendrait à l'idée de personne. Je crois qu'en Autriche, ils sont en train de revenir là-dessus. Mais globalement, ça reviendrait à l'idée de personne de réinstaurer la clope dans les restaurants. Enfin, il y aurait des révoltes maintenant si quelqu'un fumait dans un restaurant. Bah oui. Mais si jamais quelqu'un veut réinstaurer un bistrot fumeur, par exemple. C'est très bien, moi je suis pour. Oui, mais au niveau légal, comment il fait? Parce que c'est devenu interdit maintenant. C'est interdit. Donc désobéissance civile, il conteste la loi en faisant quand même son établissement qui va finir par se faire fermer parce qu'il n'aura pas les autorisations et compagnie. Mais moi je pense que par exemple, ce qui se passe en Catalogne est très intéressant, ou ce qui se passe en Corse est intéressant parce qu'ils y vont mollo, ils y vont tranquille. Je pense que la violence sert à rien, vraiment. Je crois qu'il faut faire une désobéissance civile passive et pacifique. Oui. Les gens se rendront compte à un moment donné. Par exemple, Puigdemont, on voulait l'arrêter, le mettre en prison, etc. Je trouve que c'est intéressant parce que ça montre à quel point l'État a une force de coercition importante. Bien sûr. Hein. Et combien cet État qui se dit libre pour les libertés, etc. En réalité, dans le concret, se moque pas mal de la liberté des gens, y compris des élus, et est prêt à les foutre en tôle. Et alors, je crois que plus on multiplie ce genre d'action, mieux c'est. Faire sécession au maximum dans tous les domaines. Je dis bien tous les domaines. Écoute, aujourd'hui, on en est quand même à interdire la prostitution, à interdire aux clients d'aller voir les putes. Tu connais les hommes politiques? Bon, je ne vais pas décrire la vie des hommes politiques, je les connais depuis que j'ai 14 ans. Bon, ils se moquent du monde. Je veux dire, c'est intenable. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui montre que les lois, justement, contre la prostitution, etc., sont catastrophiques pour les filles qui se prostituent. Parce que ça crée une insécurité, parce qu'elles sont tentées de le faire dans des conditions telles qu'il n'y a plus de sécurité. Oui, mais c'est toujours pareil, dès que le truc n'est pas, entre guillemets, encadré... Voilà, exactement. Donc on veut soi-disant bien faire... au nom du féminisme, au nom de l'égalitarisme, au nom de toutes ces billevesées, et finalement, qui veut faire l'ange fait la bête. Oui, voilà. Bon. Et l'interventionnisme de l'État est systématiquement mauvais. Ça, c'est quand même une conclusion que l'on peut tirer d'à peu près tout. C'est vrai. Revenons à la base, et je sais bien que les gens se disent, mais ça sera l'anarchie, etc. Et Élisée Reclus avait une très bonne phrase, c'est l'anarchie, c'est l'ordre. Oui, voilà, c'est ça. C'est justement, moi je pense. L'ordre naturel, comme disait Maurras. Je pensais à une phrase de V pour Vendetta qui est dans la BD, pas dans le film. Ils l'ont pas reprise dans le film, il faut lire le roman graphique pour ça. Où à un moment donné, il décrit son type de société idéale, etc. Et la nana, donc le personnage qui est joué par Nathalie Portman dans le film, lui dit mais si on fait ça, ça va être le chaos. Et il répond non, ça va être l'anarchie et c'est différent.
Exactement, c'est très bien. Ce qu'il faut, c'est divorcer avec l'État. Mm. Je suis pour une sorte de vénétianisme. C'est ça, Voilà. de vénitianisme Le généralisé. Exactement. Et puis commencer par réfléchir sans capote. C'est aussi Voilà, très important. mais ils nous ont foutu le sida justement pour nous empêcher de réfléchir sans Le capote. sida mental, comme Le disait sida Forel, mental, exactement. voilà. Il faut réfléchir par soi-même, être un acrate. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans une petite revue qui s'appelait L'Homme Libre de Marcel Renoulet. C'est un programme. Où j'ai fait mes L'Homme premières Libre. armes, qui se réclamaient de Nietzsche et de Stirner, qui a écrit L'unique et sa propriété. Oui. Et il se réclamait de l'acratie, donc A, privatif, cratie, pouvoir, et contre le pouvoir, évidemment, de l'État tentaculaire qui nous empêche de penser, de réfléchir, de respirer, enfin qui nous asphyxie. D'exister, quoi. D'exister. Il faut être insoumis, Toujours en plus pour. incontrôlable. Toujours en plus, ils nous empêchent d'exister au nom de l'amour de ce qui n'est pas nous, quoi. Exactement. Mais ce qu'il ne faut pas oublier de faire aussi, c'est évidemment, il faut être incontrôlable, comme je le dis, et ne pas être récupérable Oui, au maximum de nos possibilités, mais toujours vérifier la validité des voies que l'on choisit. C'est ça. Ouais. C'est ce que j'ai essayé de Et faire, moi, par exemple, finalement, dans en mes fait, expériences religieuses. J'ai essayé de ton truc, vérifier. c'est la- Dans le bouddhisme, par exemple, Ton truc, c'est la suppression de l'argument d'autorité, finalement. C'est-à-dire qu'un Totalement. argument ne peut pas être valable parce que c'est un argument sauf si d'autorité. tu le choisis. Alors, je disais, dans le bouddhisme, par exemple, Oui, on te dit, choisis ton maître. oui. Autrement dit, avant, tu as parfaitement le droit d'avoir un maître, et c'est même le maître qu'on peut considérer que c'est un mentor, Mm. quelqu'un qui va t'apprendre à aller plus loin parce qu'il a tout simplement plus d'expérience que toi. Il va te permettre de franchir des étapes, des pas, etc., d'aller plus loin, de monter plus haut. Mais il faut que tu l'analyses. Il faut que pendant Et des années et des années, tu regardes si c'est vraiment un bon maître. Ouais, que quand tu le choisis de manière certaine, quoi. C'est-à-dire, Certaine. Et tu as le droit de sois le sûr de ton répudier. coup. Exactement. Bon, ça c'est un truc très intéressant. Et si tu lis le Bouddha des premiers temps, pas après le Bouddha tel qu'il s'est développé, le bouddhisme tel qu'il s'est développé dans certains pays, mais qui est intéressant aussi parce qu'il y a beaucoup de voix, etc. Il te dit, il a des paroles exemplaires. En gros, il dit n'écoutez pas, ne croyez pas sur parole ce que je vous dis, expérimentez-moi. Oui. Et ça doit être valable pour tout, pour la religion. C'est un truc que dit, Pour c'est un truc l'économie, que dit Nietzsche aussi. pour ça. la politique, oui, mais C'est un Bouddha, raisonnement. c'était un tout petit peu avant Nietzsche. Oui, bien sûr. Non, mais du coup, après, ça a été repris par Nietzsche. Nietzsche dit, Qui dit, deviens ce que tu es. Voilà. Bon, oui, deviens, mais comment savoir ce qu'on est? Eh bien, justement, en expérimentant. C'est ça, Soyons, par la pratique. nous sommes tous des expériences, soyons-le de bon gré. Exactement. C'est le truc essentiel qu'il faut comprendre. Et il faut expérimenter. Alors, il y en a qui aiment le dogmatisme, qui ont besoin absolument d'avoir des panneaux indicateurs, D'être encadré à d'être fond des les stops, bas- d'avoir les des bas- stops, d'avoir des feux rouges, d'avoir des feux verts toute leur vie. Bon, ben, très bien. Qui suivent cette voie-là. Et si ça leur convient, c'est merveilleux. D'autres personnes, dont je suis, sont plutôt en roue libre. On fait du hors-piste. Alors, c'est plus dangereux. C'est aussi plus jouissif. C'est ça. On prend nos risques. Les joueurs. Hein. C'est plus intéressant. Et on est joueur, surtout. Bah oui, parce que là, il faut quand même arrêter de déconner. À un moment donné, il faut jouer. Oui. Alors, si on est trop sérieux, c'est les grandes personnes qui sont sérieux. C'est les C'est les gens- professeurs, tout ça. On n'est pas, on fait Finalement, pas la- partie de la- cette catégorie. La modernité confond le jeu et le divertissement. Le divertissement, c'est le loisir. Tu sais ce que disait Pascal à propos du divertissement. Il y a des grandes. Il dit que le grand drame Oui, de l'homme, c'est qu'il n'arrive pas à rester dans une pièce tout seul parce qu'il s'emmerde, quoi. c'est ça, oui. Je résume ce qu'il dit parce que Oui, bien sûr. Et il n'arrive évidemment, pas à en rester plus, il seul le dit dans pas, une pièce et à voilà. réfléchir seul avec soi-même. Eh ben si, c'est justement, on doit réussir à être dans une pièce seul avec soi-même. Le divertissement aujourd'hui nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. C'est un dérivatif. C'est pour ça crée une hypnose parallèle, ça crée des univers parallèles dans lesquels on se sent bien, un petit cocon. Peut-être il y a des gens qui se sentent bien là-dedans, ben qu'ils y restent. Mais il y a d'autres gens qui n'aiment pas suivre les moutons parce qu'à un moment donné, tu deviens les moutons de panurge, quoi. Tout le monde se jette, de la falaise. Ben, il y a un mouton qui se dit à un moment donné, mais attends, je suis en train de voir qu'ils sont tous en train de crever là, ils sont en train de tomber et puis ils s'écrasent comme des merdes. L'herbe n'est pas plus verte en bas de la falaise. Ouais, ils s'écrasent comme des merdes. Moi, j'ai peut-être pas envie de. Bon, et alors, le mouton s'échappe. Donc, soyons des moutons libres et allons voir dans d'autres pâturages si l'herbe est plus verte et si on est plus libre. Exactement. Hein, il faut essayer
Il faut essayer d'expérimenter, moi je suis pour ça, et pour expérimenter, bien évidemment, on est obligé d'être libre. Moi, si tu veux, je dirais même que le droit à la liberté, pour moi, s'efface devant le devoir de liberté. Oui, Quand on veut être un homme, tout simplement, on a le devoir d'être libre. Il y a une phrase qu'on entend beaucoup, c'est moi, personnellement, je pense que. J'ai quasiment certain qu'un type qui te dit ça, il pense rien du tout. Oui. C'est pas faux. Hein? Complètement. Voilà, c'est un grand classique. Moi, personnellement, je pense que. N'est-ce pas la suite va être une parce que répétition j'ai vu à la télé, de ce qu'il a déjà entendu. chez Hanouna, Voilà. que machin. Non, non. Je dis pas qu'il faut lire forcément des grands philosophes de la métaphysique. Moi, ça a été ma voie. Simplement, je préconise une toute petite chose. C'est une hygiène du jugement préventive. Oui, entre Schopenhauer et Hanouna, il y a un juste milieu, quoi. Voilà, on n'est C'est pas obligé de se lancer dans Nietzsche non plus. C'est ce qu'avait dit Alexandre Astier d'ailleurs. Ouais, Une fois très bien, voilà, un type très bien. J'étais passé chez Morandini une fois, il y avait eu un espèce de clash très connu parce que ça a beaucoup tourné Un sur des rares sur YouTube. acteurs intelligents. Oui, complètement. Ouais. Et qui a pris la défense de Dieudonné à l'époque en disant il est complètement con parce que du coup il nous prive de son talent d'acteur en faisant ce qu'il fait. On aimerait bien pouvoir le faire tourner, on peut pas le faire tourner. Et pourquoi Ouais, c'est ça. Et une fois, il avait eu un clash très connu chez à cause d'une normalisation des esprits. Chez Morandini avec deux nanas de télé-réalité où on l'avait interrogé là-dessus, donc un peu mis devant le fait accompli, il disait oui, moi je trouve ça grave que ce genre de truc puisse exister parce qu'il y a une espèce comme ça de nivellement par le bas, etc. Et la nana lui disait oui, mais il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de se prendre la tête quand ils rentrent chez eux et du coup ils allument leur télé, ils voient ça et ça leur fait plaisir. Ouais. Et il avait répondu voilà, le problème c'est ça en fait, c'est que on n'est pas obligé forcément de réfléchir sur le monde, d'où vient-on, etc. On peut des fois faire quelque chose avec intelligence sans forcément se prendre la tête. Ouais. Et c'est ça qu'il faut pas confondre tout à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être de gauche, d'abord pour commencer, parce que la gauche, c'est le prosélytisme. Pour commencer, oui. Ah oui, non, mais c'est le ça me paraît être une bonne base. C'est le prosélytisme de l'égalitarisme. Et ça, c'est vraiment, en ce moment, or, notre esprit doit être différencié, singulier, c'est l'intérêt de l'individualisme. Exactement. Il doit être singulier, et notre esprit doit être sanctuarisé. C'est mon grand combat en ce moment, c'est essayer de faire comprendre le royaume intérieur. Que quand on dit il faut pas la gauche entre la gauche et les anti-gauches finalement, parce que ça peut pas être tout ce qui est du point de vue de la gauche, tout ce qui est pas de gauche est de droite. Mais du point de vue de ce qui n'est pas de gauche, on n'est pas forcément de droite. C'est donc entre la gauche et ce qui n'est pas de gauche, c'est pas une espèce de lutte comme entre l'OM et le PSG, quoi. C'est-à-dire que c'est pas deux trucs qui se valent et qui finalement chacun est dans son délire et non, la gauche est vraiment destructrice de choses importantes. C'est la dissolution dont de l'individualité. Voilà. Et non, mais de la singularité. À partir du moment. De toute façon, il y a un truc totalement aberrant dans l'égalitarisme et même dans l'égalité. Quand tu dis on est tous égaux, déjà A égale A égale A égale A. Tu peux pas. C'est très facile de dire on est tous égaux et différents. Mais ça ne veut rien dire en pratique. Bah oui. L'égalité, c'est l'égalité. Surtout qu'en plus, à un moment donné, il faut choisir. Ou alors t'es égal ou t'es différent. Ou alors on est tous égaux, ou alors on fait l'éloge de la différence. On peut avoir des droits égaux, ça, il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas égaux. D'accord? L'égalitarisme, c'est une foutaise absolue. L'égalitarisme, ça coupe les têtes, quoi. Puisque ça coupe ce qui dépasse, et ce qui dépasse, c'est la tête. On arrive à l'électeur médian, c'est-à-dire l'égalitarisme, c'est celui qui pense qu'en coupant les têtes, les petits vont être plus grands. Voilà. En fait, c'est les grands qui seront plus petits. Ouais, c'est ça. C'est pas mal, ça, comme formule. Bien sûr. Et tu arrives, alors, évidemment. Sur le nivellement par le bas. Je crois même qu'on pourrait finir par un truc, c'est que, il y a un philosophe célèbre, qui a dit il y a quelques années, il est mort maintenant, indignez-vous. Indignez-vous. Hein? Bon. Eh bien, moi, je pense que s'indigner, ça ne sert à rien du tout. Ouais, moi, j'avais dit une fois à un mec qui me disait oui, c'est super, indignez-vous. Et je lui ai dit, le problème de l'indignation, c'est que ça empêche la révolte. Exactement. Et moi, je pense que, alors, on peut se révolter. Alors la révolte, peut-être, ça concerne une certaine catégorie de gens qui veulent être sur les barricades et qui veulent aller très loin. Il y a peut-être un moyen terme, c'est peut-être faire comme Casanova dans la prison des plombs, c'est s'évader. Moi je dirais, évadez-vous. 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 Soyez vénitiens, les amis. Évadez-vous de ce système où rien ne change.
Il y a des gars qui l'ont très bien fait, c'est D'Annunzio quand il a fait la République du Carnaro. Voilà, il s'est évadé. Voilà, ben, c'est un grand exemple pour moi. C'est ce que Carnaro, tu disais, ouais, D'Annunzio. Pensez toujours, memento audere semper. N'oubliez pas Souvenez-vous de toujours oser. d'oser. Voilà, osez toujours. Eh ben, évadez-vous.